Et merci à François Julien et merci à tous de m'avoir invité ici. Je suis vraiment ravi d'être qualifié de philosophe déjà. C'est un grand pas. Comme Linda vient de le dire, la base de ma formation est scientifique, mais je me suis tourné vers la pratique du dessin avec une question assez rapidement. Et je me suis concentré sur une question très tôt, dès que je suis rentré dans la vie active. Est-ce que le dessin a encore une place dans la transmission des sciences aujourd'hui? Alors, en 2000, ça pouvait paraître une question très absurde. C'était très décoïncident par rapport à l'époque qui voulait que le dessin soit intégralement remplacé par la 3D. Il y a encore des gens qui pensent comme ça. Mais le dessin reste une force reste vivant, extrêmement vivant, en particulier auprès des jeunes. Et j'avais envie du coup avant de vous parler un peu plus en avant de mon travail, de commencer ma présentation par un dessin que j'ai fait en juin dernier. La résolution n'est pas terrible, mais je pense que vous pouvez sentir l'état d'esprit. C'est une séance d'escalade à laquelle a participé mon fils dans le cadre de son école. Et du coup, j'étais allé dessiner les enfants. Et si vous voyez un croquis comme ça, en fait, c'est très facile de s'imaginer que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner des enfants, mais ça bouge beaucoup. Donc, on en dessine un, et puis déjà lui-même, il a déjà bougé le temps qu'on ait passé le crayon sur la feuille. Donc, il faut se rappeler ce qui s'était passé, reconstruire, mais l'autre a encore bougé, donc c'est etc., etc. Et ce que j'ai dessiné ici ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé à un instant donné. Ce n'est pas une photographie. Le dessin n'est pas une photographie. Si j'ai un message, le dessin n'est pas la photographie. Et si j'ai un message à faire passer, c'est peut-être ça. Ce qui veut dire que le dessin permet d'engager une forme de présence. C'est-à-dire que, comme c'était très intéressant ce que disait François Julien hier, à propos du fait que la présence oblige à laisser échapper. Être présent à ce qui se passe quand on dessine, forcément, vous oblige à laisser échapper énormément de choses. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de cette capture photographique qui en fait aveugle par rapport à ce qui s'est passé immédiatement, mais une intégration qui admet qu'il va y avoir beaucoup de pertes. Et c'est pas grave, c'est parce que c'est comme ça. Alors, où sont les sources de cette pratique? Eh bien là, c'est pas un dessin de moi, c'est un dessin de Léonard de Vinci, qui fait le même exercice avec des chats. Et quand on travaille dans un carnet de croquis, on est toujours ramené à cette façon de composer l'espace, d'observer et de situer les corps, chacun par rapport à l'espace des autres. Et une de mes grandes découvertes, en travaillant sur le terrain de la transmission des sciences, pour le grand public, en utilisant le dessin de plein de façons différentes, pour faire passer plein de sujets différents, c'est que cette façon de composer l'espace est extrêmement efficace pour intégrer et pour faire pour porter l'attention vers la richesse des êtres vivants. Or, à la Renaissance, il y a deux grandes façons de composer l'espace qui se sont mises en place. Il y a celle que je viens de vous présenter, représentée par les chats de Léonard de Vinci, et il y a l'autre, qui est beaucoup plus connue, qui est celle de la perspective centrale, sur laquelle on insiste toujours, et sur laquelle on insiste tellement qu'on a complètement oublié que le dessin scientifique est principalement basé sur une absence de point de vue. Donc ça, là, je suis en train de basculer un petit peu dans mon travail de recherche, puisque depuis quelques années, je suis beaucoup moins dans la production et beaucoup plus dans un travail de recherche fondamentale, au sens fort, c'est-à-dire que j'ai fait une thèse par rapport à ça, à laquelle François Julien a apporté beaucoup de choses. Il existe une géométrie sans point de vue et une géométrie avec point de vue, dans laquelle chaque corps est assigné à une position. Ici, chaque corps n'est pas assigné à une position. Vous pouvez recomposer très facilement l'espace et vous aurez toujours des interactions entre les corps. Alors que ici,
il y a les lois de la projection font que chaque situation d'un corps dans l'espace est liée à des distorsions très particulières liées à la projection. Et si vous en prenez un ici, si vous prenez cette colonne-là et que vous la déplacez telle qu'elle est ici, ça ne va pas marcher. Il va falloir la redistordre pour qu'elle respecte les lois de la projection spécifiques de cet endroit-là. Donc, entre ces deux systèmes de composition de l'espace, ces deux systèmes de représentation, en fait, on peut faire énormément de choses. Et il ne s'agit pas de dire que l'un est mauvais et l'autre est bon, c'est de dire qu'on a plusieurs géométries. Et en neurosciences, c'est quelque chose qu'on commence à admettre, le cerveau peut intégrer plusieurs géométries. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans ce qui a été mon activité pendant 10 ans à la Cité des Sciences, donc vraiment le gros de ma carrière en quelque sorte. Ça a été composer des dispositifs en utilisant différentes géométries et différents systèmes de représentation pour raconter, dans des temps relativement serrés, des histoires assez complexes. Alors, j'ai travaillé sur le développement du cerveau, j'ai travaillé sur d'autres thèmes plus liés à la biologie, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler vraiment d'une exposition particulière, en 2016, qui était sur le Moyen-Âge. Ça s'appelait Quoi de neuf au Moyen-Âge ? Et j'avais conçu, en particulier, avec mon équipe, une installation qui racontait l'histoire d'un village médiéval pendant 4 siècles, entre 700 et 1100. C'est-à-dire le moment aussi où la chrétienté commence à structurer l'organisation des villages. Donc c'est une histoire assez importante par rapport aux origines chrétiennes de l'Europe, on va dire. Et c'est quelque chose qui vraiment demande à être abordé pour le grand public. Donc en l'occurrence, le dispositif, ça rassemblait une maquette du site archéologique de ce village, avec une projection vidéo qui permettait de la faire évoluer, de faire naître les maisons sur la base des fouilles qui ont permis de les connaître, les aménagements de la rivière, etc. Et un écran qui permettait de raconter différentes choses par rapport à ce qui se passait. Et encore une fois, par rapport à mon image de départ, où je vous disais, mon petit croquis, où je vous disais que le dessin montrait une réalité qui n'est pas photographiable, ça non plus, c'est pas photographiable. Vous avez 3 échelles de lecture qui se combinent. Vous avez 3 échelles différentes. Votre appareil photo, il vous permet d'en prendre qu'une. Alors, ça, c'est un dispositif qu'on a fait à cette occasion-là. Et à l'intérieur de dispositifs comme ça, la possibilité de combiner plusieurs géométries est extrêmement importante. Mais tout ça, ça reste dans la... comment dire, au moment où on faisait tous ces dispositifs, c'était aussi un moment où la direction de la Cité des Sciences commençait à avoir un discours de plus en plus prenant, où on avait de plus en plus d'injonctions à être immersif. Or, un dispositif comme ça, son efficacité vient du fait qu'il n'est pas immersif. Il ne vous assigne pas à un point de vue particulier d'observateur. Donc on était en contradiction complète avec ce besoin de faire du tout immersif, alors tout en sachant pertinemment que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et donc ça permettait, enfin vraiment on avait un point de tension très 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 fort, et on peut même remarquer que cette injonction d'être immersif, ça s'accompagnait en même temps d'un désengagement de la direction qui ne venait plus sur les chantiers, mais qui était tout le temps sur Twitter à communiquer. Donc, d'un côté, et le phénomène, en fait, s'est répandu après à toutes les couches. C'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de gens qui ne regardaient pas ce qui se passait sur le terrain, mais qui, par contre, demandaient à ce qu'on immerge le plus possible, c'est une sorte de compensation, en fait, ce qu'on immerge le plus possible le grand public dans ce qu'on lui montre. Alors, c'est pour ça que j'avais envie qu'on s'interroge un petit peu plus sur le sens du mot
immersif. D'où ça vient? Encore une fois, c'est vraiment très lié à la perspective. Et la perspective, très souvent, la perspective à laquelle on pense tous, on la fait naître, beaucoup d'historiens de l'art la font naître à partir de ce tableau d'Ambrogio Lorenzetti, en 1344, qui est le premier à avoir une convergence parfaite du carrelage qui constitue le sol. C'est une annonciation. Mais ce qui est très intéressant avec ce tableau, c'est que les corps échappent à la perspective. C'est-à-dire que si c'était une photographie, avec les distorsions induites par ce quadrillage, vous auriez aussi les distorsions au niveau du visage, comme quand on prend une photographie de trop près. Or, ça ne marche pas. Et dans les tableaux, c'est pas composé comme ça. Et dans les tableaux de l'époque, c'est presque toujours composé comme ça. C'est plus tard, à l'époque académique, qu'on a commencé à essayer vraiment d'obéir à la perspective. Et ça marchait tellement pas que ça a fini par casser. Donc, c'est une propriété particulière des corps vivants, en fait des corps qui se présentent sous forme de courbes, et ça c'est pour des raisons géométriques. On les perçoit mal si on essaye de leur donner trop de distorsion. Et donc les corps, il y a vraiment un phénomène de décoïncidence, là pour le coup on peut le dire, entre les corps vivants et les lois de la projection, de la géométrie projective. Et pour exister, les corps, pour exister sans être juste des objets dans l'espace, les corps doivent échapper à ces lois. Donc c'est quelque chose qui est assez important quand on s'intéresse à la transmission des sciences, et des sciences du vivant en particulier. Et alors, j'ai déjà parlé 14 minutes. J'avais envie de vous proposer du coup un film qui a été fait pour la même exposition, qui va durer 5 minutes, et qui montre à quel point Lorenzetti était maîtrisé, a commencé à maîtriser la perspective centrale, a permis aux autres ensuite de le maîtriser, mais à quel point il maîtrisait aussi un autre type d'organisation de l'espace, avec un sens politique. Et je pense que cette image, qui a une certaine signification théologique, on va dire, va pouvoir être mise en relation avec l'autre peinture, une fresque que je vais vous montrer, qui, elle, a une signification politique. Est-ce que c'est possible d'éteindre la lumière, s'il vous plaît? Et d'avoir le son. Ce matin de l'an 1338, ma ville se réveille, inquiète. Depuis 200 ans, les cités italiennes se sont développées plus que partout en Europe. Mais elles sont menacées de l'intérieur. Les familles et les partis s'opposent, divisent la cité et entretiennent la peur. Heureusement, Sienne a adopté un gouvernement élu, indépendant des aristocrates et de l'Église. Il a commandé la réalisation d'une fresque à l'intérieur du palais public, visible par tous les habitants. Elle nous montre les effets que nous pouvons attendre d'un bon gouvernement. Observez les murailles. Elles marquent l'emprise de la ville sur son territoire. La ville bien gouvernée garantit la sécurité sur les routes. Quand il le faut, c'est par la force. Jusqu'à la mer, les paysans peuvent alors cultiver sans crainte, en toute saison. Pour les citadins qui ont acheté la terre à crédit, l'investissement est rentable. Les habitants des campagnes peuvent librement monter à la ville. À mesure qu'ils s'approchent, le peintre Lorenzetti les figure de plus en plus grands. En route pour la chasse, ces aristocrates ne pensent plus à faire la guerre. Passées les portes de la ville, les rues sont ouvertes au commerce et à l'artisanat.
Un bon gouvernement n'oublie pas que les métiers exercés par le peuple participent pleinement à la prospérité de la commune. L'éducation est encouragée. Le maître d'école tient sa boutique entre le bottier et le vendeur de céramique. Dans l'espace commun des voies publiques, la parole circule aussi librement que les corps et les biens. À Sienne, 1 personne sur 3 participe activement à la vie politique. Des élections décident du choix de 9 représentants qui forment le gouvernement. La politique est comme le jeu d'échecs. Elle a des règles que tout le monde devrait respecter. Dans la ville en paix, les amours peuvent s'épanouir. Regardez la promise. Elle attend sereinement son fiancé. Comment maintenir la commune dans cet état de paix ? Les 9 danseurs nous le montrent. Comme la danse, la paix échappe à la tristesse en se renouvelant à chaque pas. Comme les danseurs, les élus du bon gouvernement doivent rester en éveil. « 15 ans plus tard, en 1353, je regarde autrement la fresque. Elle est si différente de ce qui s'est passé. Les spéculations ont entraîné une grave crise du crédit. Les 9 élus, toujours des notables, ont préféré sauver les banques. Le peuple a plongé dans la misère. Le gouvernement a été destitué dans l'infamie, puis la peste a ravagé Sienne. Il nous reste cette fresque et le programme politique qu'elle exprime. Pour la première et la seule fois au Moyen-Âge, l'autorité de la commune s'y affirme, hors du pouvoir des aristocrates et de l'Église. Un idéal dans lequel tous les individus sont libres de circuler et de parler, mais où chacun reste à sa place dans la société. Alors, ce film, je suis désolé pour les petits sauts pendant la lecture, ça peut être plus fluide. Ce film, je l'ai fait en 2016, et l'expo temporaire est finie, elle a tourné ailleurs, l'histoire semblait s'arrêter là. Mais il se trouve que j'ai été amené à le présenter il y a 2 semaines, à Sienne, juste à côté, enfin dans la pièce à côté de cette fresque, puisqu'il y a un nouveau projet porté par des gens qui ont lancé l'idée de renaissance écologique. Et ça part d'un Français qui a eu l'idée de faire une version modernisée, de reprendre plutôt la composition de la fresque de Lorenzetti avec les enjeux d'aujourd'hui, mais sous la forme d'un tracé, d'un dessin extrêmement simple. Et il a fait ça en 2015, donc à peu près au même moment où je traitais la fresque en animation, et c'est depuis énormément utilisé. Donc cette géométrie sans point de vue qui est utilisée par Lorenzetti a la propriété de permettre de composer tout un ensemble d'activités qui sont nécessaires à la cohérence d'une société, et ça permet à chacun de trouver sa place dans la fresque sans qu'il y ait de hiérarchie. Donc, en fait, c'est un principe de représentation extrêmement important et qui s'avère très efficace aujourd'hui. Et donc, on s'est réunis à plusieurs à Sienne, invités par la ville de Sienne, pour réfléchir à comment revenir à cette renaissance, enfin revenir
se servir de cette ressource de la Renaissance, mais pas la Renaissance qu'on connaît, pas celle des Médicis, où les artistes sont des mercenaires, en fait, sont devenus des mercenaires, mais vraiment aux prémices de la Renaissance, où il y a des bases de principes de représentation qui sont posées, des systèmes politiques nouveaux qui sont expérimentés, et qui correspondent beaucoup mieux à ce qu'on cherche à faire aujourd'hui au niveau politique. Voilà. Si j'avais plus de temps pour continuer, je vous parlerai de la façon dont le dessin intervient dans tout ça, mais je pense que c'est le temps de laisser la parole, et je vous remercie pour votre attention.